Euh, On va démarrer. Mais c'est toi maintenant. Ouais, ouais. Tout est bon. Oui. J'ai vu après. Bah non. Et Valérie. Est-ce que je mets là, sur le siège rouge? Attends, ah oui. Oui, non, mais à peu près. C'était juste pour pas coller les deux hommes, les deux seuls hommes. On va y arriver. C'est bon, là, c'est chill. Alors, on va continuer sur cette deuxième partie de soirée avec donc notre table ronde autour du sport de haut niveau et du BTP. En fait, on s'est dit, après des échanges avec certains partenaires qui soutiennent des athlètes, on s'est dit qu'il y avait aussi un sujet entre les difficultés que peuvent avoir les femmes dans le monde du BTP et les difficultés que pouvaient rencontrer les sportives dans le sport de haut niveau. Et donc dans cette année olympique, on s'est dit que c'était vraiment un sujet qui tombait à pic. Donc on a Marielle Pruvot qui va animer cette table ronde, qui est adhérente de l'association Les Souterraines depuis le début, et qui m'a même aidé pendant le confinement à créer les adhésions et faire ça tout bien. Donc merci Marielle, parce que je crois qu'on est les deux plus vieilles. Hein. Donc voilà. Et donc Marielle est aussi ingénieure génie civil à la RATP et aussi une judoka de haut niveau. Et donc, je pense que c'était la meilleure personne pour animer cette table ronde. Merci d'avoir accepté. Ensuite, donc, nous avons dans les invités donc Valérie Doré-Roquetta, qui est aussi adhérente des Souterraines, qui n'est pas judoka, qui n'est pas très sportive, elle fait du vélo, mais surtout qui est depuis de nombreuses années dans le BTP et qui a un parcours assez exemplaire. Et sache que beaucoup me disent que tu es une femme très inspirante. Donc, nous sommes ravis que tu sois présente à cette table ronde. D'ailleurs, je ne sais pas, Marielle, tu voulais présenter les participants ou Ouais, bon, ok. Et donc... En fait, on change l'animatrice. Si, continue, après, je ne saurais pas faire. Donc, je fais mes petites dédicaces perso à chaque fois, comme ça. Et donc, il y a Valérie, qui est directrice d'activité chez Dodin Campion-Bernard, donc qui fait partie du groupe Vinci. Léna, qui est aussi adhérente des Souterraines, qui nous a rejoint depuis quelque temps, qui est fondatrice et dirigeante de l'entreprise Consequali. Je pense que tu en reparleras plus tard, et qui a aussi eu une carrière très longue dans le BTP et qui a plein de choses à nous raconter. Ensuite, nous avons Rézi, et là je pense que je te passe le relais pour les sportifs parce que je pense que je vais être un peu moins éloquente que toi. D'accord. Donc on va continuer avec Rézi Mendou, qui était une joueuse en basket de haut niveau, joueuse professionnelle, qui a connu vraiment le développement de la professionnalisation du basket et qui maintenant on fait de l'accompagnement des sportifs aussi son métier et qui pourra nous en dire long sur la mixité. Kylian Leloup, champion olympique par équipe mixte, grand athlète du judo français, coach aussi beaucoup. Et Margot Pinault également, championne olympique par équipe mixte. Donc tous les deux, ils nous font vraiment l'honneur d'être là ce soir pour représenter avec brio et exemplarité la mixité. Margot qui est également médaillée mondiale, double championne d'Europe. Voilà.
France. Bravo. Et donc, Lou Lemire ne peut pas être présente parce qu'elle s'est blessée. Voilà. Tout à fait. En fait, alors pour la petite anecdote, on a eu, je ne sais pas, pour les amateurs du judo, il y avait le Grand Slam de Paris ce week-end. Et donc du coup, Margot a remporté une jolie place de 3. On peut la féliciter. Et donc tous les athlètes qui représentent l'équipe de France se sont alignés ce week-end avec un stage d'entraînement qui poursuit cet événement, et ils sortent tout juste de l'entraînement pour venir faire cette table ronde. Et Lou, malheureusement, s'est blessé et ne pourra pas nous rejoindre ce soir. Et donc, on va clôturer les présentations avec José Ramos, donc, qui est président donc de la FRTP Île-de-France, qui est aussi président du rugby club Massier-Essonne, et qui est aussi entrepreneur. Voilà, mais je voulais trouver le nom de ta société, mais je ne le retrouve pas. Et donc, en fait, la FRTP Île-de-France, donc Fédération régionale des travaux publics en Île-de-France, nous accompagne aussi depuis quelques temps déjà. Et donc, je pensais, on s'est dit que c'était quand même aussi un très bon représentant du BTP et du sport pour cette table ronde. Donc, merci aussi d'être présent. Je te passe le relais maintenant. Ok, j'enchaîne. Déjà, merci le Bureau des Souterraines d'avoir eu cette brillante idée de réunir le monde du BTP et du haut niveau qui, je pense, ont de nombreuses valeurs communes. En commun le sujet de la mixité à faire valoir, où on a encore beaucoup de progrès à voir. Un petit rappel, la mixité en quelques chiffres dans le BTP, 12% de femmes actuellement. Quand même un espoir, 24% de femmes qui dirigent des TPE, PME du TP. Donc cette mixité, on voit qu'il y a du progrès chaque année. Et le TP pourrait peut-être apprendre du sport, parce que le sport compte quand même 38% de femmes chez les licenciés sportifs en France. Dans les instances dirigeantes, on arrive aujourd'hui progressivement à augmenter la représentativité avec la nouvelle loi du sport sur la démocratisation qui vise justement à mettre des quotas, et on arrive, j'étais étonnée du chiffre, c'est celui que j'ai trouvé, 40% de femmes représentées dans la gouvernance du sport. À vérifier, mais c'est... Et pour la première fois de l'histoire, les JOP de Paris 2024, on aura une parité avec un objectif d'une représentativité à 50-50. Donc sur cette introduction, je vais passer la parole à une femme apparemment très inspirante pour nous partager son parcours, les défis qu'elle a dû relever au travers des dizaines d'années d'expérience dans le BTP. Merci Marielle. Moi, je suis hyper impressionnée. Je vais vous dire, j'emmène pas large là. En plus, j'ai rien préparé. Il y en a qui ont des fiches, donc bon. Bon, moi, ça fait 31 ans que je suis dans les travaux publics, 31 ans de chantier. Alors, les défis à relever, c'était ça la question à laquelle je devais répondre. Pas vraiment de grands défis en soi, ça a été un tas de petites avancées. La première, ça a été de convaincre mes parents que c'était un métier pour moi. Donc ça n'a pas été simple, il a fallu beaucoup négocier. Ensuite, il y a eu beaucoup de petits défis qui se sont accumulés, beaucoup de petites victoires. Il y en a quelques-unes qui étaient plutôt marrantes. C'est plutôt de ne pas avoir à retourner la table quand un fournisseur vient vous voir en vous disant « Bonjour mademoiselle, je pourrais voir le patron ici ?» Désolé mon gars, c'est moi le patron ici. Voilà. Donc ça, c'est ce genre de défi qu'il a fallu relever. Ensuite, le défi, c'est juste d'avoir été technicienne autant que les hommes et de jamais avoir lâché en fait. Donc c'est là où pour moi le BTP, c'est le parallèle que je fais, c'est un sport de combat. Donc le défi en fait, ça a été de tout le temps se battre, gagner une manche et continuer. Voilà. Merci beaucoup.
pour ce partage. Et maintenant, on enchaîne direct avec un récit de sportive. Rési, en fait, basketteuse de haut niveau. On voit chez les hommes des superstars de la NBA, même des Français comme Tony Parker, avec le jeune Victor, je vais mal le dire, Wembanyama. Merci beaucoup, qui explose. Côté féminin, à la génération des braqueuses, les médias se sont tournés vers le basket féminin et on a vu une ligue se développer. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les défis que tu as dû côté sportif relever en tant que sportive? Alors moi j'ai commencé le haut niveau à 11 ans. Ça peut paraître assez jeune, mais dans le sport c'est comme ça. En fait, on part de chez nous pour aller ce qu'on appelle dans les pôles espoirs. Et la singularité au basket, c'est qu'on s'entraîne avec les hommes de 11 jusqu'à 16 ans. Donc il n'y a pas vraiment aujourd'hui de problématique, puisque au départ on est ensemble, et c'est au fur et à mesure qu'on arrive dans le haut niveau où là les choses malheureusement se séparent entre les hommes et les femmes. Et j'ai la chance dans le basket d'avoir systématiquement en fait intégré des équipes qui ont été professionnelles, contrairement à d'autres disciplines qui sont encore amateurs. On le voit chez mes collègues du judo, où il y a certains clubs qui n'ont pas forcément les moyens et les capacités de pouvoir salarier leurs judokas et qui sont obligés encore d'être sur un modèle amateur. Dans le basket, on a cette possibilité d'avoir des contrats professionnels et donc d'avoir cette sécurité, une sécurité qui est assez... qui n'est pas aussi importante que les garçons, comme le dit Marielle, puisqu'en moyenne, une femme en ligue nationale féminine touche 3 000 €, donc c'est vraiment une moyenne, contre 60 000 chez les hommes. Donc il y a quand même une disparité importante. Et malheureusement, on est dans l'obligation, quand on est dans un club qui peut justement s'aligner, et quand on a des performances qui sont conséquentes, être payé davantage, mais quand on n'est pas payé comme pour vivre, on est obligé de continuer et de poursuivre ses études pour justement s'assurer d'une retraite, puisque vous parliez notamment des biens inconscients, mais mes parents considéraient le basket pas comme un métier, donc ils estimaient que c'était pas du tout une voie à suivre, comme dans le bâtiment. Je pense que c'est pas nécessairement dans les biens inconscients. Les personnes pensent que les femmes ne sont pas faites nécessairement pour les métiers du bâtiment. Dans le sport de haut niveau, c'était un petit peu ça aussi. Et quand vous avez des proches qui estiment que le sport n'est pas un métier, c'est vrai que c'est un peu difficile. Donc ça a été un des premiers défis à relever. Mais c'est un défi qui, au final, m'a permis de continuer, de poursuivre mes études en parallèle. Alors moi, à mon époque, je dis ça parce que j'ai plus de 40 ans, c'était pas du tout le cas de faire ce qu'on appelle les doubles projets. Je pense que chez vous, maintenant, c'est obligatoire. On est obligé de faire à la fois... Bon, ouais, ça dépend des fédés, mais bon. Mais avant, en fait, on nous disait que voilà, le plus important, c'était d'aller en équipe de France. Et puis, si on passe pas notre bac ou notre brevet, c'était pas très grave en soi. Donc ça, c'était un peu la réalité du sport et qui malheureusement nous précarisait pour notre avenir. Et moi, c'est vrai que le fait d'avoir des parents qui ont vraiment insisté pour que je puisse continuer mes études m'a permis de faire des études de droit et aujourd'hui d'avoir ma propre structure, d'avoir travaillé pendant plus de 10 ans en communication, notamment chez Leroy Merlin. Donc ça, je les en remercie. Mais ces biais-là, et malheureusement, la réalité du sport professionnel, c'est qu'on est encore en retard, en tout cas chez les femmes. Et le sport est le reflet en fait de notre société, au même titre qu'on retrouve dans le bâtiment des retards en termes de représentation, en termes d'accompagnement pour les femmes. C'est exactement les mêmes problématiques qu'on peut retrouver chez les féminines. Malheureusement, dans le sport, quand on veut faire un bébé, on était viré à l'époque de son club, ce qui est aujourd'hui aberrant, mais ça commence à évoluer et certains clubs s'ouvrent davantage justement sur les spécificités féminines. Et je pense que dans le bâtiment, vous avez un peu les mêmes problématiques, les vestiaires, les combinaisons sont peut-être pas adaptées. Il y a un certain nombre d'éléments. Ça, c'est vrai qu'alors aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais c'est vrai que moi, j'ai commencé avec des combinaisons qui n'étaient pas du tout adaptées, notamment à ma morphologie. J'ai un peu de poitrine. Et donc, je vais vous le mimer parce que c'était très drôle. Excusez-moi, je fais un peu le spectacle. Mais donc, quand j'ai commencé les combinaisons que j'avais pour aller dans le tunnel, en fait, pour que la poitrine tienne, il fallait que j'ai une grande taille. Et du coup, j'avais l'entrejambe qui arrivait là, en fait. Donc, c'était un clown complet, quoi. C'était pas du tout adapté. Donc, c'est plus le cas. C'est plus le cas.
Mais tout ça, en fait, ce sont des choses qui, malheureusement, dans le sport, en tout cas nous, au basket, parfois on n'avait pas forcément de vestiaire ou pas forcément les mêmes moyens en termes d'infrastructure que les hommes. Et donc, naturellement, il y a un engrenage, notamment en termes de visibilité, parce qu'on sait très bien que d'avoir la visibilité, ça nous permet d'aller chercher des sponsors, d'être visible au niveau des médias. Et être visible au niveau des médias, c'est des droits qui tombent justement pour la discipline et donc qui après est réinjecté au niveau des clubs professionnels et amateurs. Et ça, on l'a eu grâce aux très bons résultats que font les équipes nationales féminines, que ce soit dans le basket, dans le hand et dans le foot, où ça permet justement cette visibilité et cette évolution du sport professionnel féminin. Eh ben merci pour ces 2 témoignages croisés. On relève quand même beaucoup de similitudes sur certains défis à relever, notamment sur les mentalités, la culture, l'acceptation, un métier dit d'homme, un sport plutôt à consonance masculine. Maintenant, on remarque aussi des différences encore au niveau des salaires. Ce sont d'autres défis à relever. Et par ailleurs, on voit par contre beaucoup d'évolutions sur les infrastructures, notamment sur les vestiaires, sur permettre les conditions, permettre un accès. Tous ces défis à relever, sont relevés grâce à de belles initiatives, des évolutions, des propositions. Et j'aimerais bien enchaîner aujourd'hui sur un bel exemple de mixité avec une épreuve qui a été rajoutée aux Jeux Olympiques, donc l'épreuve mixte de judo, qui rassemble sur une même compétition les masculines et les féminins. Et je vais me tourner vers Margot. Margot, grande championne de judo déjà titrée individuellement. Tu as donc du coup fait les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 et nous on vous regardait forcément à la télé avec beaucoup de ferveur. On a vu cette équipe soudée, solidaire. Vous avez réussi ensemble à emmener tout un public. Et j'aimerais bien vous demander en fait à tous les deux qu'est-ce qu'a apporté en fait cette mixité. Bonsoir. Donc j'étais en équipe avec Kylian en 2021 à Tokyo. Et il faut savoir que sur les équipes, donc cette première édition, il y a 3 catégories féminines et 3 masculines, donc 3 garçons et 3 filles qui combattent à tour de rôle. Et c'était assez... moi, j'ai trouvé la journée très sympathique, avec au bout de la journée une belle médaille d'or au Japon contre les Japonais, donc c'était quelque chose. Et je pense qu'on a réussi à créer une sorte d'émulation tous ensemble, que ce soit garçons et filles. Bien sûr, on se connaît, bien sûr, on s'entraîne à l'INSEP ensemble. On a un entraînement en commun aussi par semaine, donc ce qui favorise aussi les échanges, que ce soit au niveau judo, au niveau partage, quoi. Et c'est ce qui nous a sûrement amené aussi à gagner cette médaille d'or. Pour rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Margot, je pense que cette victoire, elle s'est construite aussi autour de pas mal d'échanges qu'on a pu avoir. C'est assez drôle, mais je pense que le Covid y est un peu pour quelque chose. On a passé beaucoup de temps ensemble toute cette saison-là, puisqu'on était régulièrement cloîtrés dans nos hôtels. Et on s'est pas mal pris le bec tous ensemble. C'était assez rigolo, des échanges un peu houleux. Mais on a pris le temps de s'écouter, on a pris le temps d'échanger. Et je pense qu'à la fin, on a fini par être alignés en fait, sur des buts. Enfin, un but commun avec pas forcément des raisons communes. Mais en tout cas, on avait tous et tout un but commun. Et ça, c'était top parce que on était clairement alignés ce jour-là. Il y a personne qui a lâché le steak, comme on dit. Et ça a permis d'aller chercher une belle victoire sur une journée qui n'avait pas forcément très bien débuté en plus. Donc on s'est fait des petites frayeurs, mais on s'est accroché. Des tribunes, comme dans la salle d'échauffement ou sur le tapis, en phase de compétition, il y avait quelque chose de fort qui se créait et on était tous là pour la même chose. Donc c'est ce qui a fait la différence, je pense, ce jour-là. Oui, je pense que chacun, comme tu as dit, a eu
un objectif individuel, même lors des équipes. Par exemple, Teddy Riner qui a fait 3e, pour lui c'était un peu... il voulait cette médaille d'or, bah voilà, il nous a dit maintenant je veux la médaille d'or aux Jeux Olympiques, enfin ici à Tokyo, et on va aller la chercher. Il était, bien sûr, c'est le leader de l'équipe, avec Clarisse notamment chez les filles, avec Benenou, et chacun avait... chacun a amené sa pierre à l'édifice, et finalement on a conclu sur cette médaille. Bravo. Bravo pour ce partage. Alors, dans le judo, ce qui est bien, c'est qu'en fait, les femmes et les hommes combattent sur les grandes compétitions ensemble. Et ça, je trouve que ça aide en termes de visibilité. On connaît aujourd'hui des noms de judokas femmes et aussi les hommes. Et donc, ça bénéficie aux deux, contrairement à d'autres disciplines où chacun est dans son coin. Et donc, ça ne permet pas, là, au Grand Slam, on voit les deux en même temps. Et ça, je trouve ça génial, en fait, que vous ayez pris ce réflexe. Les hommes et les femmes sont à égalité et quel que soit le... Oui, c'est vrai qu'on part en compétition souvent ensemble. On fait des stages ensemble. Là, vous voyez, il y a un stage, après le tournoi de Paris, on fait un stage actuellement à l'Institut du Judo. On alterne entraînement garçon, entraînement fille. Demain matin, par exemple, il y a un dernier entraînement mixte où moi, je peux aller combattre avec je peux vous dire un japonais, moins de 60 kilos. Et il y a ce mélange qu'on connaît depuis petit, comme le basket, mais à un moment, ça diverge. Et en France, on a vraiment la chance de s'entraîner contre des garçons, donc ce qui nous apporte aux filles beaucoup de choses, à mon avis. Après, je pense que aussi la chance, c'est que ça fait longtemps. Nous, on est... je ne suis pas convaincu que ça a toujours été comme ça. Il y avait à un moment donné une époque que j'ai pas connue, mais je sais qu'il y avait un petit dojo caché à l'INSEP où les filles avaient le droit de s'entraîner. Aujourd'hui, on s'entraîne sur le même tapis, on utilise la même salle de musculation, on a les mêmes budgets. Ça fait quand même un bon nombre d'années qu'aujourd'hui, il y a une réelle volonté de la fédération et des clubs de proposer aux femmes comme aux hommes la même direction. Et moi, en tout cas, par exemple, dans mon rôle d'entraîneur au sein de mon club, je ne fais pas de différence. Je ne me dis pas, je vais envoyer les filles plus les garçons. C'est un collectif qui fonctionne ensemble. Et il n'y a rien qui est fléché pour qui que ce soit, ou de préférences qui sont faites. Et c'est quelque chose qui commence à être relativement pérenne et qui dure depuis quand même pas mal d'années. Donc je pense qu'on est en avance quand même par rapport à d'autres disciplines. Et c'est vrai que toutes ces choses-là, les compétitions où il y a de la mixité aussi dans les équipes, la volonté, nous, de notre fédération internationale, c'était de créer de la mixité au sein des équipes pour forcer des pays qui ne mettaient pas en place cette politique. Alors nous, clairement, ça nous a avantagé parce qu'on était déjà armés, mais ce n'est pas le cas de tous les pays. Aujourd'hui, il y a des pays qui sont en train de ramer fort pour essayer de rattraper entre guillemets, le temps perdu et pouvoir recoller avec les meilleures nations sur cet événement parce qu'ils n'ont pas pris le pas il y a 20 ans de travailler avec les filles et les hommes de la même manière, quoi. Donc ils sont un peu loin pour l'instant. Merci beaucoup. J'en profite pour glisser, tu parlais de différentes disciplines, je vais en profiter pour glisser sur le rugby, parce que donc du coup José qui a multi-casquette, vous l'aurez compris. Donc pour rebondir sur ces propos, comment le rugby, déjà on voit tous les liens entre le rugby, l'entrepreneuriat, mais comment vous intégrez dans les équipes de rugby de la mixité et comment grâce au sport après vous utilisez certains exemples pour mener des actions au sein de la FRTP. Merci Marielle. Bonjour à toutes et à tous. Moi je voulais tout d'abord, avant de répondre à la question, vous remercier de nous inviter. Sachez que, et Myriam le sait bien, on est toujours fédération partenaire. Je voulais aussi remercier un de nos représentants, puisqu'il m'a fait découvrir l'association il y a ça presque 4 ans. C'est Alessandro Chemise, de la société SPI, pour ceux qui ne le connaissent pas. En tous les cas, voilà, j'ai découvert cette initiative et on a essayé, depuis, d'accompagner, avec les moyens que l'on a, sur la mise en lumière, en tous les cas, avec nos idées, donc de faire du témoignage de ce qu'est la féminité dans nos métiers, et de l'autre côté, d'essayer, au fur et à mesure d'évolution
des venues du public féminin dans nos métiers, d'essayer de travailler sur ce sujet. Donc en tous les cas, voilà. En tous les cas, pour ma partie professionnelle, et je vais repartir sur la partie sportive. Voilà. Donc effectivement, j'ai la chance de présider un club professionnel de femmes et d'hommes. Et c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, le RCME développe une section féminine en partenariat avec la ville d'à côté, qui est Chilly-Mazarin. C'est très difficile de le développer sur le territoire. Déjà, on n'est pas une région de base rugbystique. Mais donc, effectivement, aux côtés du rugby club de Massy, qui est aujourd'hui un des premiers clubs formateurs en France, on continue à former des féminines également à nos côtés. Et effectivement, en mixant les compétences, les qualités, on partage assez régulièrement, je dirais, les besoins des uns et des autres, avec des problématiques de gestion aussi d'infrastructures. C'est aussi dans le sport, on a aussi ce problème-là, même dans le BTP. Donc on a les mêmes soucis. C'est aussi des fois un frein à l'évolution des clubs féminins. Mais par contre, c'est vrai que ça apporte aussi une touche différente. Le rugby est un sport de combat collectif. C'est aussi une proximité par rapport à notre métier du BTP. Et c'est vrai que les problématiques ou les freins, on a à peu près les mêmes dans le rugby que dans le BTP. Je précise le BTP parce qu'on est un peu plus TP que B. Voilà. Mais effectivement, on a les mêmes problématiques dans les travaux souterrains que dans les travaux du bâtiment. Mais voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, on essaye en tous les cas de favoriser la progression. On a vu tout récemment l'équipe de France féminine. Hein. On a en plus la chance d'avoir deux féminines formées à Massy. Donc voilà, on essaye de profiter de l'expérience qu'on a sur le sport professionnel masculin, de le rebasculer sur le sport amateur féminin, parce qu'effectivement, on reste encore un peu sur l'amateurisme au niveau féminin. Vous le disiez tout à l'heure, la difficulté de rémunérer les gens. Dans le sport féminin, aujourd'hui, c'est encore plus difficile. Ça l'est moins dans le sport masculin, en tous les cas au niveau du rugby, même si l'évolution des deux fédérations, que ce soit la LNR, la Ligue professionnelle Top 14 et Pro D2 et la FFR, aujourd'hui on a la chance effectivement avec la FFR de continuer à avoir ce développement avec les féminines. Donc je pense que c'est un vrai engagement. Je pense que c'est aussi une obligation maintenant légale dans les clubs professionnels et c'est une bonne chose parce que finalement la loi nous impose d'avoir une équipe féminine pour continuer à évoluer à haut niveau. Donc ça veut dire que on se rend compte que ça devient nécessaire parce que c'est une obligation légale. Mais dans beaucoup de clubs comme le nôtre, en tous les cas, j'ai l'honneur de le dire, que ça fait une vingtaine d'années, moi-même, une de mes entreprises estoniennes sponsorise le club féminin depuis une vingtaine d'années. Et donc je suis attentif à ce que voilà, la féminité dans le monde du sport, puis on le verra au niveau des Jeux Olympiques, que ce soit dans le rugby ou dans d'autres, voilà, des actions qui seront, à mon avis, à mettre en avant la féminité au niveau du sport. Voilà. Mais en tous les cas, je suis aussi très satisfait de la progression dans nos cadres, que ce soit chantier ou bureau d'études, de la progression, je dirais, de la présence féminine, qui fait que ça crée une certaine émulation aussi au niveau des équipes. Ça recrée peut-être aussi un peu moins de sexisme dans nos métiers BTP, et ça redonne la place de la féminité telle que vous devriez l'avoir depuis longtemps. Quand on se pose la question si c'est 12 ou 24, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut une loi pour faire 50 ? Effectivement, pour prendre conscience que dans les comités de direction, on a besoin d'avoir de la féminité. Je pense qu'on a un métier qui fait un peu d'artiste et les femmes apportent aussi cette touche artistique que peut-être on n'a pas complètement dans le monde masculin, et je me permets de le dire. Quand j'ai besoin d'avoir des goûts d'habillement, je pose la question à mon épouse, et souvent elle a plutôt de bons goûts, je l'espère en tous les cas pour ce soir. Voilà, mais effectivement, cette touche de féminité dans nos métiers ou dans le sport, je pense que ça apporte quelque chose, ça apporte voilà, aussi une certaine convivialité, un partage, et je pense que ce soit sur les chantiers ou sur un terrain de sport ou dans une salle de sport, je pense que la mixité, ça donne aussi voilà, un autre regard. Voilà, je ne suis pas footeux, je le suis moins, mais je prends plaisir à regarder un match de foot féminin. Et je prends moins plaisir aujourd'hui à regarder un match de foot. Je suis désolé pour ceux qui aiment le foot. J'ai été longtemps footballeur, j'ai jamais joué au rugby. Mais c'est vrai que je trouve que voilà, les exercices des fois sur un terrain ou sur
en tous les cas un site sportif, que l'aspect féminin fait que voilà, on redonne des fois une qualité à la vision d'un sport. Voilà. Quand on est dans notre écran, je trouve que voilà, le foot, en tous les cas, je prends plaisir à regarder le féminin. Je prends moins le plaisir aujourd'hui à regarder un match de foot masculin. Voilà. Merci beaucoup. Je voulais simplement donner un exemple, notamment dans le rugby. Les féminines, donc l'équipe de France de rugby, n'avaient pas accès à Marcoussis jusqu'à la dernière Coupe du Monde. Donc maintenant, elles y ont accès. Avant, elles allaient trouver justement des clubs qui les accueillaient, alors qu'elles étaient en équipe de France. Et donc, elles devaient s'occuper du linge, de tout faire, contrairement aux hommes qui, eux, tout était pris en charge à Marcoussis. Et aujourd'hui, elles y ont accès. Donc il y a vraiment des évolutions. Et depuis 2014, l'équipe de France de rugby, elles sont salariées par la FFR. Donc ça, c'est aussi une grande première. Avant, elles ne l'étaient pas du tout. Donc elles venaient vraiment à titre amateur. Donc il y a vraiment une évolution depuis quelques années. Et la visibilité dans les médias est très importante, puisqu'effectivement, ce sont les très bons résultats, notamment au JO de Tokyo et à la dernière Coupe du Monde de rugby, qui ont permis qu'elles puissent avoir accès à des infrastructures au même niveau que les hommes. Merci beaucoup pour cette précision. Je vais compléter sur le rugby, en tous les cas. Donc, on a la chance aussi d'avoir aujourd'hui un nouveau président. Ce qui a pressé le précédent, je n'ai rien contre lui. En tous les cas, j'ai le plaisir que le nouveau président, Florian Grill, est un ami de longue date, et c'était un francilien, et c'est toujours un francilien. Il est lui aussi très attaché au développement du rugby et du rugby de proximité, et donc la partie féminine, c'est quelque chose il est très attaché, et il continuera à le développer au rugby à 7 et au rugby à 5, y compris au niveau scolaire, puisqu'il souhaite qu'effectivement les enseignants et enseignantes, je vais le mettre dans les deux sens, prennent conscience que le sport doit être mené le plus tôt possible pour qu'on continue à se développer. Il est très attaché à ce que le rugby féminin se développe en France. Donc peut-être un lien avec les souterraines lors d'une assemblée générale, si vous souhaitez. En tous les cas, je pense qu'on pourra le solliciter pour qu'il soit à vos côtés. Merci beaucoup. Donc de l'amateurisme au monde professionnel, on passe par un processus de reconnaissance qui est essentiel forcément à la reconnaissance de toutes ces sportifs de haut niveau, de toutes ces professionnels du BTP. J'en profite, Léna, pour faire la transition avec les professionnels du BTP. Tu en as fait ton métier, accompagner ces femmes dans des secteurs traditionnellement masculins, fondatrice et dirigeante de Consequali. J'aimerais savoir quelles initiatives et quelle est ta plus belle réussite en termes d'accompagnement. Merci. Alors, je suis ravie aussi d'être invitée. Merci beaucoup. Et puis, très impressionnée aussi d'être aux côtés de vous toutes et tous. Alors, avant d'expliquer ce que je fais chez Consequali et comment j'y suis arrivée, moi, je suis évidemment pas une sportive de haut niveau, loin de là. Mais il y a eu un moment dans ma vie où j'ai fait beaucoup de sport et j'ai fait pendant 16 ans beaucoup de volley. Et j'ai eu la chance, dans ma jeunesse, de ne pas être ni empêchée par mes parents, ni par qui que ce soit finalement, pour faire à la fois un métier plutôt masculin. Donc j'avais envie de faire des ponts, donc je suis partie faire des ponts. Et puis j'ai fait beaucoup de volley en compétition. Et j'ai eu de la chance de faire du volley aussi en mixte pendant très longtemps, dans des tournois internationaux. Et ça, c'était quelque chose qui a été, je pense, assez fondateur aussi dans ma vision de on peut tout faire quand on est une fille, quoi, finalement. Et je me suis jamais posé de questions à ce niveau-là. Et j'étais passeuse au volley. Et le fait d'être passeuse au volley, c'est quelque chose qui, pour moi, est a été fondateur dans l'idée de transmettre quelque chose et de passer mes propres finalement expériences ailleurs. Et donc après avoir passé plus de 20 ans dans les travaux publics sur des gros projets d'infrastructure en France et à l'étranger, j'ai souhaité m'occuper en fait de ce sujet de la mixité et de la visibilisation des femmes dans les milieux de la construction et plus généralement dans les milieux
dits masculins, enfin dans les métiers plus masculins. Et j'ai créé Consequally il y a à peine un an, mais j'ai commencé un peu avant, pour justement accompagner les organisations sur cette féminisation et sur l'inclusion des femmes dans les organisations, et accompagner aussi les femmes à aller vers ces métiers et à y rester, et à s'épanouir et à trouver leur voie et avec un X autant qu'avec un E. Et donc, puisque tu me demandes quelles sont mes plus belles réalisations, je pense que depuis un an, je vois tous les jours en fait des progrès dans les structures que j'accompagne. Et je vais donner un exemple qui pour moi est marquant. J'ai la chance d'accompagner Lombardie, qui fait partie des partenaires des Souterraines. Et en discutant avec le collectif, à un moment donné, on s'est dit comment est-ce qu'on fait pour donner un peu pour pouvoir discuter de ces sujets de manière apaisée et discuter notamment des attitudes qui peuvent être problématiques, ou en tout cas qui peuvent être ressenties comme étant problématiques. Parce que sur les biais, notamment les biais sexistes, 95% du temps, il n'y a pas d'intention de discrimination, mais il y a une perception qui n'est pas forcément la même des deux côtés. Et donc, en échangeant et en faisant beaucoup travailler l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices de Lombardie, ils ont eu l'idée d'inventer ce qu'ils ont appelé la Cool Pas Cool Box, qui est une boîte, vraiment une boîte, dans laquelle ils viennent de manière anonyme ou pas, font comme ils veulent, mettre des situations, écrire des situations qu'ils ou elles ont vécues de manière super positive, donc des bonnes pratiques, ou des situations qu'ils ont vécues, qui les ont dérangées. Alors parfois, vous avez des situations, il ne faut pas penser au pire à chaque fois, hein, c'est plutôt pour lutter contre le sexisme ordinaire. Et vous avez des exemples comme j'en ai marre d'être toujours la dernière à faire la vaisselle dans la cuisine commune parce que tout le monde laisse ça là, par exemple. Ou des choses un peu plus gênantes. Et donc, en tant que victoire, j'en ai une que je trouve intéressante, c'est que du fait de ça marche très très bien, et il y a un taux de papier qui rentre là-dedans qui sont assez importants et qui permettent au collectif de trouver des idées. Et grâce à ça, ils ont pu aborder un sujet qui était pourtant mineur, entre guillemets, qui était celui que souvent, quand ils étaient en représentation chez leurs clients, quand ils travaillaient chez leurs clients, ils se retrouvaient, quand il y avait un binôme femme-homme, à ce que ce soit que l'homme qui parle, ou à ce que la femme parle, mais qu'elle se fasse systématiquement soit coupée, soit qu'on répète ce qu'elle dit. Et en fait, grâce à ces conversations, ce sujet-là s'est beaucoup atténué, il a été discuté dans l'entreprise, et il a été aussi... et moi, j'ai des membres du comité de direction qui m'ont appelé pour me dire « Ah, j'ai pensé à ça, comment est-ce que je voudrais en parler, comment est-ce que je peux faire, etc. » Donc, je trouve que la prise de conscience par l'action a été extrêmement importante, et c'est ça qui marche, à mon avis, de manière la plus efficace. Merci beaucoup. En filigrane, on a le champ lexical de la voix, de l'écoute, tous ces mots en fait qui sont importants, réussir à se dire les choses, même les choses qui fâchent un peu, qui sont un petit peu dérangeantes. Et ces aventures partagées de mixité permet justement en fait de lever des choses qui peuvent être interprétées, ressenties sur des choses dites, pas forcément avec une mauvaise intention. Merci pour ce partage. Et c'est là où le sport, justement, est intéressant, parce que nous, se dire les choses, je pense que c'est la base. Si on fait mal ou on fait bien, il faut se le dire.
Parfois, c'est un peu brutal. Je suis tombée sur des coachs, c'est un peu violent. Mais bon, c'est comme ça. Bon pas dans le judo, en tout cas. Mais ça aide beaucoup après, quand on arrive dans la vraie vie, entre guillemets, qu'on sort de notre réalité. Et on a, je trouve, une capacité d'adaptation qui est beaucoup plus importante, une capacité d'écoute aussi. Et ça, je pense que ceux qui sont encore en activité pourront en témoigner. Mais je trouve qu'il y a des valeurs dans le sport qui sont essentielles et qui peuvent aisément, justement, accompagner l'évolution de l'entreprise de manière générale. Je peux me permettre, Marielle, Permets-toi. d'intervenir simplement. C'est vrai que notre métier d'être public a pris conscience que c'était effectivement une grande chance d'avoir une mixité. Et d'ailleurs, on a lancé au sein de la FNTP, avec la commission sociale, un comité de mixité pour essayer de travailler effectivement sur l'amélioration de l'accueil des publics féminins dans notre métier et d'essayer effectivement d'enlever ou de trouver les freins ou les mauvais comportements, ou en tous les cas les problématiques qu'on peut rencontrer en mélangeant les femmes et les hommes dans un même chantier ou dans un même bureau. Peut-être effectivement un problème de pratique, mais souvent c'est aussi un problème de politesse et d'éducation, je vais le dire comme ça. C'est pas qu'il y a un problème de mixité, parce qu'on a aussi le même problème entre hommes. Les gens qui coupent la parole, ça peut arriver. Et donc c'est simplement peut-être tout simplement un problème d'éducation de base. Et par contre, au sein de ce groupe, en tous les cas, et avec les collaborateurs et collaboratrices, mais de nos fédérations, mais aussi de nos entreprises, on prend conscience de ce travail. Et on en discutait au bureau de la FNTP il y a un peu plus d'un an, de se dire qu'effectivement le frein, et je voyais tout à l'heure une de vos collègues avec un petit bébé, ça fait toujours la relève, et donc ça se prépare tout petit. Mais effectivement, au sein de nos fédérations, c'est en tous les cas d'essayer de trouver des endroits où on pourra peut-être, au niveau du TP, et c'est un programme qui est en cours avec la ProBTP, je ne sais pas si Mariam avait cette info, de travailler à certains endroits, de positionner des micro-crèches pour essayer effectivement de lever un des freins quand on a effectivement l'occasion d'avoir un enfant, que ça ne soit pas un problème au maintien dans l'activité, professionnelle, parce que quelquefois les femmes sont amenées à interrompre pour la gestion familiale, gestion de leur enfant. Et ça, c'est un sujet qu'on essaye en tous les cas de travailler pour vraiment avoir une réflexion globale, pour effectivement essayer de réduire cette impossibilité, ou surtout, hein, je le dis, l'arrêt 5 à 10 ans, hein, je vais être un peu large, mais je ne suis pas si large que ça, à mon avis, 10 ans, d'interrompre la carrière où normalement, entre 25 et 35, c'est là où on est le plus à fond professionnellement, et on peut l'être parce qu'on a un peu plus la niaque. Quand on commence à vieillir, on a plutôt, on a d'autres projets qui sont un peu plus lointains. Je pense qu'on accepte beaucoup plus de choses professionnelles entre 25 et 35 que 35 et 45. Et je vais dire entre 45 et 55, on est normalement l'évolution intellectuelle fait que on attire d'autres projets. Elle n'est pas d'accord. Elle a encore vraiment la niaque. On peut avoir la niaque à 75 ans, hein. Voilà. Mais et puis je l'espère à tous. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que normalement c'est la force de l'âge, je vais le dire comme ça. Et c'est vrai que les femmes sont souvent interrompues dans leur carrière professionnelle pour des gestions familiales. Et ça, c'est un sujet qu'on doit à mon avis, travailler pour que, on le voit dans le temps de partage de la gestion de l'enfant à la naissance par effectivement les 25 jours de temps accordés à l'homme pour s'occuper aux côtés de sa femme d'une naissance. Mais il y a des évolutions depuis quelques années et tout ça, ça doit faire partie des levées de frein. On en parlait au début de la maternité, de tous ces sujets-là, permettre aussi à ces messieurs de libérer du temps pour équilibrer en fait cette prise de position dans la parentalité. Kylian, tu avais parlé tout à l'heure, qui est aussi parent, et on voulait aussi évoquer la mixité sous l'œil de la nouvelle génération. Tu es également coach à la croisée de tous ces échanges entre les initiatives BTP, sport de haut niveau. Quel est ton regard, toi, en tant que coach, sur la mixité pour les générations futures ? Lourde question.
Non, mais Déjà, sans pression. la première chose, c'est que nous, déjà, au judo, on jalouse un petit peu les filles parce qu'elles sont tellement performantes qu'elles gagnent mieux leur vie que nous. C'est juste pour... Donc ça, c'est un premier fait. Je pense qu'il y a quand même... c'est pas tout beau, tout rose. Chez les entraîneurs, il y a quand même un faible pourcentage d'entraîneurs féminins et c'est en partie, je pense, lié par une croyance commune que les hommes sont plus talentueux et plus à même d'entraîner. Sauf qu'il y a des approches qui nous dépassent. Hein. Malgré le fait qu'on essaye de se former et de progresser, on ne maîtrise pas tous les sujets. Et on n'a jamais été une femme, donc on ne se rend pas compte de tout, forcément. Moi, la mixité, c'est un sujet en fait qui me porte à cœur naturellement parce que j'entraîne dans plus ou moins des quartiers difficiles. Donc, je vois ces freins, je vois cette mixité qui n'est pas forcément toujours évidente, mais pas dès le plus jeune âge. Et je pense que c'est là qu'il faut attaquer fort le sujet. On a parlé d'éducation. Nous, on a un peu de chance. On a une boîte à outils qui est assez incroyable au judo, qui est une tenue réglementaire pour les femmes et les hommes qui est la même. On a un cérémonial avec un salut et du respect d'entrée. Je fais un peu de promo, hein, bien sûr. Ils recrutent beaucoup. Et autour de ça, on a un code moral qui est assez fort, qui porte les valeurs du judoka qu'on doit devenir au fur et à mesure des années quand on avance pour atteindre soit l'équipe de France, soit juste une ceinture noire, ou en tout cas être pratiquant de longue date. Et je pense que c'est des codes qui s'ancrent et qui, au fur et à mesure du temps, sont de plus en plus là. Et un dernier élément, c'est que souvent, moi, j'ai des élèves masculins qui, plus tard dans leur carrière, me disent tu vois, cette fille-là, quand j'étais plus jeune, elle me rabotait un petit peu la tête. Et ça les fait redescendre un petit peu aussi sur terre, cette opposition. Parce que les filles, quand elles sont très jeunes au judo, elles font souvent très mal aux garçons. J'en ai fait moi-même l'expérience. Donc je me venge un petit peu quand je fais avec Margot maintenant, mais c'est pour la bonne cause. Mais je veux savoir qui était la fille qui t'a mis au tapis. J'ai fait en sorte d'oublier son nom. J'ai fait une amnésie, ouais. Et ça arrive, on a les commotions aussi au judo, ça paye. Je demanderai à ta femme, qui est judokate. Voilà, et moi, en tant qu'entraîneur, c'est vrai que c'est encore assez dur, la présence encore du fait d'être entraîneur. On est beaucoup sur le départ, beaucoup à l'étranger, beaucoup en stage. Et c'est vrai que ce rôle-là, je l'ai un peu moins. Je vous cache pas que j'aimerais l'avoir aussi, mais c'est pas forcément toujours évident de trouver un juste milieu. C'est vrai que les process sont pas toujours là, donc c'est dur de trouver un équilibre pour pouvoir réussir à s'occuper autant en tout cas de ma fille. Pour moi, je parle que pour moi, mais de ma fille que mon épouse. Mais j'aimerais bien, donc on va essayer de trouver des choses. Si vous avez des idées, j'ai une boîte à petits papiers. La boîte de Léna. Je vais prendre la toolbox. Voilà, je vais essayer de mettre ça quelque part dans un dojo pour qu'on ait des idées. Margot, t'allais dire enchaîner, on était sur les entraîneurs féminins. Ouais, c'était plus par rapport, je pense que ce que disait Kylian, il n'y a pas assez d'entraîneurs féminines. Je pense que ça va se développer comme ça s'est développé à un moment au niveau des licenciés féminines dans les clubs. Maintenant, on a vachement augmenté. Il y a 500 000 licenciés, je crois qu'on est aux alentours des... Bientôt 550. Ouais, c'est ça. Aussi. Et niveau pourcentage, chez les filles, on est aux alentours de 38, 40 un peu moins judo. Ouais. 38%. Et je pense qu'il y a des des femmes qui vont reprendre le flambeau des entraîneurs et que dans les générations futures, forcément, il va y avoir des entraîneurs femmes beaucoup plus qu'actuellement. Donc ça se développe. Il y a 20 ans, les garçons ils disaient que c'était du taïso, le judo féminin. Et aujourd'hui, on fait... Taïso, c'est un peu de la gym en fait. Hein. Voilà. La gym pour les anciens. C'est de la gym. Aujourd'hui, les masculins, on n'entend plus trop de critiques sur le judo féminin.
Et je pense qu'ils nous prennent au sérieux au vu des résultats, bien sûr, et ça évolue et j'espère que ça va continuer dans ce sens. Merci. On parlait de tenue, donc je rebondis. Je ne sais pas, Valérie, si maintenant on a des salopettes à ta taille. J'espère. Oui, c'est sûr. Maintenant, il y a des vestiaires mixtes sur les chantiers. Il y a des tenues adaptées. On a même des très jolies vestes cintrées qui font une taille de Vous êtes guêpe. jalousé aussi alors du coup. Donc, pardon ? Vous êtes jalousé aussi du coup. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Non. Et on a des bottes à la taille aussi, hein, parce que ça, c'est vrai que c'était un sujet aussi. Hein. J'ai mis des sujets, des bottes où il fallait mettre la paire de chaussettes au bout pour pouvoir les mettre, hein, quand même. Hein. Donc, bon. Je profite d'avoir le micro. Je pense que le parallèle entre le BTP et le sport, alors vous écoutant parler, il est vraiment très, très évident pour moi. Et donc, ce que vous dites sur la mixité, sur ce que vous avez mis en place, enfin, ce qui existe au sein des associations, peut être un super exemple à apporter dans les entreprises, dans nos pratiques. En vous entendant parler, je pensais à la devise des Jeux Olympiques. Hein, si je ne me trompe pas, c'est plus haut, plus vite, plus fort, ensemble. Et ça m'a fait penser à Vinci Construction, c'est Build Better Together. Donc on est vraiment dans les mêmes on va dire, slogans, mais les mêmes valeurs, voilà. Et par rapport aux pratiques qu'on pourrait importer, j'en ai entendu quelques-unes, c'est le fait d'avoir une vraie volonté. Donc, je dirais une volonté de direction, c'est la volonté de votre fédération de faire cette démarche. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut importer. Le fait d'avoir des équipements mixtes, c'est quelque chose qu'on peut importer. Il y a quelque chose de très important et qui est très important aussi dans le TP, c'est le travail en équipe. Alors ça, moi, j'y crois beaucoup. C'est le seul critère de succès des chantiers, c'est de travailler en équipe. Et pourquoi l'équipe ? Parce que des complémentarités, et les complémentarités, évidemment, elles commencent avec la mixité. Enfin, c'est la condition sine qua non. Donc tout ça, c'est vraiment des pratiques dont on peut s'inspirer. Le sujet du rôle modèle, vous en avez parlé. Enfin, moi, ce que j'appelle le rôle modèle, c'est d'avoir effectivement des femmes à des postes de direction. On n'en a encore pas beaucoup quand même, hein, faut dire ce qui est. Voilà, là, vous parliez des championnes. Ça m'a fait sourire quand vous parliez de ça parce que tout à l'heure, j'ai échangé un texto avec mon mari. Voilà. Qui m'a non mais c'était marrant parce qu'il m'a dit t'es une championne. Oh, super. Donc voilà, non mais donc d'avoir des rôles modèles, c'est important pour attirer les jeunes filles au sport. Donc tout ça, en fait, tout ce que vous avez dit, c'est vraiment des choses qu'on peut vraiment importer dans les TP. De la même façon que l'entraînement, enfin les chantiers, c'est qu'une répétition de choses que l'on fait, qu'on essaye de faire de plus en plus mieux, de manière de plus en plus sûre, etc. Le fait d'avoir, vous appelez ça les entraîneurs, nous on appelle ça des mentors, enfin on appelle ça des chefs. Bon, c'est pareil. Donc on a vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont parallèles. Donc moi je suis vraiment je vous remercie d'être venu et je suis ravie d'avoir échangé avec vous. Voilà. Après, juste pour rebondir là-dessus, c'est que moi, en tout cas, ma vision d'entraîneur, c'est pas de me dire je vais faire un copier-coller de l'un et de l'autre. C'est juste que on est différents, que ce soit les hommes entre eux ou les femmes et les hommes. On accepte les choses, on est différents d'un côté ou de l'autre, sans préjugés, sans quoi que ce soit. Et on avance en fait juste dans les choses qui sont les plus évidentes. On se prend pas plus la tête que ça. Voilà, on est différents, on fonctionne parfois différemment. Tu prends les gens avec leurs différences et tu fais évoluer ton système au fur et à mesure en fait, et t'arrêtes de vouloir faire des copier-coller et te dire que ça fonctionne comme ça doit fonctionner comme ça. Non, juste on avance ensemble et c'est ça qui est cool, c'est de se dire voilà, je suis capable de m'adapter et de travailler en équipe sereinement. Je vais juste rajouter une chose, c'est ce que je dis souvent aux entreprises avec lesquelles je collabore, se priver des femmes, c'est se priver de 50% de talent. Et souvent, on parle de femmes en disant, voilà, elles peuvent ramener de l'esthétique, mais non, ce sont des talents, hein, elles sont tout aussi
capables, elles ont toutes aussi les compétences, que ce soit dans le sport. Je vous défie de prendre Margot ici. Je pense que certains hommes vont avoir quelques difficultés, mais voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a d'autres choses et d'autres compétences que les femmes peuvent amener. Et donc, effectivement, se priver des femmes, c'est vraiment se priver de 50% des talents aujourd'hui. Je me suis pas arrêté à l'esthétisme ni aux qualités. J'espère que ça vous a pas perturbé. Alors, aucune attaque personnelle. Voilà. Non, voilà. Non, mais j'en profite. Voilà. J'en profite quand même. Voilà. Simplement, juste, effectivement, pour compléter, la variété des êtres humains dans une entreprise est une qualité essentielle à la réussite des entreprises, qu'on soit homme ou femme. L'important, c'est d'avoir des gens compétents. Et je pense qu'effectivement, ça ne s'arrête pas au sexe féminin ou au sexe masculin. Et peu importe les qualités, les hommes ont des qualités reconnues, les femmes en ont d'autres. Et l'important, c'est la mixité et la variation, enfin, en tous les cas, la différence dans une entreprise. Et l'important, vous le disiez, le travail d'équipe. Parce qu'on peut avoir des hommes parfaits, des femmes parfaites. Mais en tous les cas... Les hommes, vous dites qu'il n'y en a pas des parfaits? Voilà, d'accord. En tous les cas, je pense que l'intérêt, et on le voit même dans une association comme la vôtre, qui a démarré d'une réflexion féminine avec les 3 niveaux dans nos métiers, hein, maître d'ouvrage, maître d'œuvre et entreprise, et on voit bien que certains premiers adhérents étaient des hommes et étaient attachés à venir découvrir, partager, échanger pour la réussite de nos chantiers, parce que c'est quand même, en tous les cas, nous, dans la branche TP, c'était pour la réussite de nos chantiers, mais aussi de montrer qu'on était attaché à cette mixité dans l'intérêt de nos entreprises. Vous parliez tout à l'heure du groupe Vinci, mais on pourrait en citer d'autres. En tous les cas, toutes les entreprises sont attachées. Chez moi, dans certains services, l'homme étant le minoritaire, il est souvent à l'écoute des femmes. Et dans le comité de direction de mon petit groupe, on est à 50-50, puisque la directrice générale du groupe est une femme. Et souvent, je vais la voir pour lui demander conseil, parce que ça lui permet d'avoir un regard différent, avec une sensibilité différente, qui me permet, en tous les cas, quelquefois, de prendre la bonne décision. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que au-delà des qualités, des sensibilités, c'est en tous les cas, je suis persuadé que c'est la mixité qui fait que c'est la réussite, et c'est pas de savoir si c'est une femme ou un homme. Pour moi, c'est la mixité des qualités et des compétences qui fait la réussite de nos entreprises, mais aussi la réussite d'une équipe sportive. C'est aussi le travail collectif, et il est nécessaire d'avoir cette mixité dans tous les domaines, je pense. Vas-y. Moi, j'aime bien les chiffres et je voulais juste vous donner quelques chiffres en fait pour que vous vous rendiez compte de ce que disaient justement Kylian et Margot. On a aujourd'hui sur 114 fédérations 2 directrices techniques nationales, donc juste comme ça. Et sur les 36 fédérations olympiques, on a 3 présidentes de fédérations. Comme ça, au moins, ça pose un peu le contexte. Juste pour faire le pendant, dans le BTP de manière générale, les dirigeants sont à 99% des hommes. Il y a une compétition là. Ouais. Alors, Il y a match. on va essayer de faire la compétition à l'envers. Qui réussit à atteindre le plus vite la parité. En tout cas, merci beaucoup à tous pour vos partages d'expérience, ces idées vers plus de mixité, valoriser les compétences et apprendre de chacun. En tout cas, moi, en me renseignant un petit peu sur la tablée qu'on a ici, je remarque les valeurs communes dans vos profils chacun. Vous parliez d'inclusion, d'engagement, de persévérance, toutes ces valeurs en fait qui nous rassemblent et qui nous poussent chacun à vouloir toujours plus de mixité pour justement profiter et pas se priver de 50% de la population. On avait promis un temps d'échange pour des questions. Avant que tout le monde ait trop soif, je me permets de vous solliciter si vous avez des questions pour nous inviter. Ils n'aiment pas les questions. Ils n'aiment pas les questions.
Oui, est-ce qu'il y en a un qui ose poser une question ou alors c'était clair, limpide, on a évoqué tous les sujets et il n'y a plus rien à dire, mais je pense pas. Moi, j'ai une question. Comment vous travaillez l'attractivité pour les publics justement féminins dans vos métiers BTP et TP ? Ça fait partie des missions de l'association que d'aller, entre autres, non mais ça fait partie des missions, non mais c'est vrai, Myriam, ça fait partie des missions de l'association que d'aller parler aux jeunes. Alors l'idée c'est vraiment de les prendre au jeune âge. Pour moi, il y a une bascule qui se fait au collège, donc c'est juste aux années collège qu'il faut parler. Il faudrait pouvoir parler avant, mais bon. Aux années collège, on arrive à parler aux jeunes, donc on va parler dans les classes, on va leur expliquer pourquoi c'est bien, pourquoi on s'amuse, pourquoi il y a une carrière à faire, pourquoi c'est possible avec des enfants, voilà, on va leur parler. Donc on est toutes là au niveau des souterraines, on intervient. Moi je fais partie d'autres associations par exemple où on va parler aux jeunes. Et puis c'est tout ce que fait la promotion aussi que fait les souterraines. On fait des visites de chantier, c'est ce qui est sur l'image. On démystifie en fait le truc, le chantier, pour dire finalement vous allez voir ça se fait, c'est pas, on porte pas des sacs de ciment toute la journée, on arrive à rentrer à peu près propre le soir, enfin bon voilà. Donc on fait beaucoup on essaye de montrer en fait le chantier, ce que c'est, à quel point c'est passionnant, à quel point, moi si je devais me présenter, quand je me présente, je dis moi je suis passionnée des grands ouvrages. Ça a toujours été ce qui m'a mobilisée, donc on essaye de transmettre ça par un tas de voies, donc les collèges, toutes les manifestations qu'il peut y avoir aussi. Il y a d'autres associations, Elle Bouge, Like Ton Job, on essaye de passer cette flamme. Donc ça on le fait à titre individuel. Après les entreprises ont des vraies démarches vis-à-vis des écoles, etc. Mais pour moi déjà quand on commence à parler aux écoles, c'est un petit peu trop tard. Quand je dis les écoles, c'est l'école d'ingénieurs du coup. C'est un peu trop tard. On essaye aussi de travailler avec des partenaires vis-à-vis du public en réinsertion professionnelle, d'attirer des femmes aussi. Le monde du TP, c'est encore une fois, c'est pas qu'un monde de brut, c'est énormément maintenant, c'est des tâches qui sont très mécanisées. Donc il y a beaucoup de femmes qui peuvent le faire, il y a beaucoup de postes qui sont ouverts. Moi, je fais vraiment la promotion de tout ce qui est conduite d'engin. Je pense qu'on aurait vraiment intérêt à avoir beaucoup plus de femmes. Je ne sais pas s'il y a des assureurs dans la salle, mais ceux qui assurent les voitures, ils préfèrent confier une voiture à une femme. Il y a moins d'accidentologie. C'est pareil pour les engins. Pas moi, ils m'ont viré. Mais voilà, bon d'accord. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on fait. Mais c'est un gros sujet. Mais c'est l'un des objets de l'association, les souterraines, c'est vraiment ça. C'est d'essayer de transmettre, parce qu'on est toutes au niveau de l'association. Je parle j'espère que je ne vais pas dévoyer mais on est toutes passionnées par ce qu'on fait. Si on le fait, sinon on le ferait pas. Donc on essaie de transmettre ça. Et d'attirer en disant bon là c'est pas le cas aujourd'hui, mais parfois j'arrive à être en robe avec des talons, tout ça. Bon. Pour attirer non mais je veux dire, c'est possible d'être une femme, c'est ça que je veux dire, c'est possible d'être une femme, on peut être on peut avoir des enfants, ils peuvent même avoir envie derrière de faire une carrière en étant ingénieur, c'est des trucs formidables, donc ou pas, mais non voilà. Moi je vais pas vous dire que je vais me mettre en femme, mais je pourrais, puisque je crois, je ne vais pas vous faire de scoop, c'est une des passions qui est faite à Lille au mois de février, pour ceux qui veulent y aller, c'est les hommes qui s'habillent en femmes. Oui. Pour ceux qui y seront, j'y serai. En tous les cas, et c'est pas une blague, puisque je serai présent pour représenter la profession au mois de février, et on m'a a priori programmé la photo. Voilà, un festival. Enfin, je pense qu'on essaiera de faire des comités restreints pour pas qu'il y ait trop de photos dans les réseaux sociaux quand même. Mais hormis la boutade, et qui n'est pas une boutade, je le ferai, je me prêterai au jeu, parce que je crois que c'est un temps fort d'une fête à Lille. Mais simplement pour revenir au sujet, aujourd'hui on s'associe à ce que fait les souterraines, et on est attaché parce que c'est dans notre ADN. On ne se force pas. Je crois d'ailleurs que Marielle et Myriam, vous étiez avec nous au stand de la MIF. Vous étiez avec nous au premier déplacement de l'espace co de la fête de l'UMA à Brétigny-sur-Orge, lors du lancement du petit film qui avait été lancé cette année-là, en 2022, de mémoire. Donc on est très attaché à
à essayer de promouvoir ça aux côtés. En tous les cas, vous êtes également invité à la MIF de mai 2024. Hop. Comme ça a tellement changé de date, donc je me suis fait confirmer tout à l'heure pour pas dire de conneries. Donc c'est bien mai, donc vous serez accueillis si vous souhaitez, en tous les cas, participer. Je crois d'ailleurs qu'au dernier AMIF, Margot, vous y étiez vous en présentation de mémoire à la table ronde, ou en tous les cas c'était pas vous. Donc, voilà. En tous les cas, il y avait une grosse présentation de l'équipe féminine des Jeux Olympiques, donc et un plateau important. Donc voilà, en tous les cas, nous, ETP, on est attaché à ce que on essaye d'attirer, déjà de manière générale, on a besoin de recruter, donc que ce soit, vous le disiez, de ne pas se priver de qualité, que ce soit féminin ou masculin. En tous les cas, on est attaché depuis des années, depuis une dizaine d'années, à continuer à attirer les publics masculins ou féminins. Et donc, on va accompagner les actions des souterraines dans les collèges. Continuera à les associer bien avant d'être en école d'ingénieur. Et en école d'ingénieur, il y a un regroupement dans les 5 grandes écoles qui font du BTP. Et c'est un des sujets de cette association qui se regroupe, donc les grandes écoles, pour effectivement ne pas voir partir, quand on est en école d'ingénieur, on est à peu près, pas de chiffres, je crois qu'on est à un tiers de gens qui restent dans le... 25%. Même moins, voilà. Je crois. Hein. Bon, voilà, donc... Oui, qui reste dans le BTP, même voilà, moins, je crois. parce que malheureusement, on perd une partie des effectifs féminins, mais pas que. On l'a aussi dans le masculin, qui partent aux assurances et aux banques. Et ça, c'est peut-être parce qu'on a mal fait notre boulot d'attractivité, parce que c'est quand même dommage de les voir partir, parce qu'effectivement, on se prive de talent. Mais que ce soit masculin ou féminin, mais les femmes partent aussi plus souvent dans l'immobilier ou dans les assurances. Et c'est quand même un drame, y compris à l'ESTP, où j'y suis très attaché. Je trouve que c'est vraiment dommage de se priver. Donc on a un gros travail et on compte beaucoup sur les souterraines. Et comptez sur moi pour vous donner un coup de main à vous implanter sur les autres FRTP en France. Très bien, merci. Je voudrais juste répondre avec un cran un peu plus loin à votre question, parce que attirer, c'est bien, mais maintenir, c'est encore mieux. Et de manière générale, dans les écoles d'ingénieurs, alors c'est pas que pour le BTP pour le coup, mais c'est pour toute l'ingénierie de manière générale en France. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a à peu près 25% de femmes ingénieurs qui sortent des écoles d'ingénieurs tous les ans. Et que, alors, il y a effectivement une perte d'à peu près 5% au départ, au niveau des femmes, 5%. La perte, elle est plus importante chez les hommes, finalement, mais ils sont plus nombreux aussi. En revanche, ce qui est aussi observé par... alors, c'est les chiffres que je vous donne, c'est les chiffres de l'IESF de 2023. Il y a à peu près 10% de femmes qui quittent les carrières de l'ingénieur entre leurs 30 et leurs 40 ans. Et ça, c'est un sujet d'attractivité aussi pour les jeunes, parce que tant qu'il n'y aura pas des femmes à tous les niveaux des entreprises, ils ne se projettent pas forcément dans ces carrières-là. On a beau leur dire ça va être chouette, etc., mais il faut qu'ils arrivent à se dire qu'on peut rester et faire une carrière dans ces milieux-là, y compris en arrivant dans les directions, etc. Et donc le travail qui est fait aussi d'inclusion, vraiment, d'inclusion et de changement, d'évolution des mentalités dans les entreprises avec les personnes qui y sont est essentiel. Le mot de la fin à la présidente. Ah non, à toi? Non. Je n'ai pas prévu, je pense que j'ai assez parlé. Est-ce que quelqu'un a encore des questions? C'est pour Margot, en fait. Alors, c'est un peu personnel. Tu me dis si tu n'es pas à l'aise pour y répondre. Mais comment on gère, quand on est une femme, sa vie de femme en tant qu'athlète de haut niveau et notamment son envie de maternité? Alors, sujet compliqué. Personnellement, j'envisage pas de maternité pendant ma carrière. Parce qu'il faut un staff autour de soi, il faut des parents qui soient présents pour garder l'enfant, un conjoint qui soit d'accord aussi de faire des sacrifices. On a un bon exemple en France qui est Clarissa Agbenou, elle est tellement aussi
au-dessus des autres filles qu'elle a pu se le permettre, je pense, c'est mon avis. Hein. Et voilà, sa maman pose des congés pour l'accompagner en compétition, pour venir au Japon en stage avec sa petite aussi. Donc c'est toute une organisation autour de sa maternité. Après, c'est bien qu'elle le fasse. Il y en a qui le font à l'étranger. Ça commence à se faire aussi, mais ça reste aujourd'hui compliqué. Et, je pense qu'il faut avoir un niveau très élevé pour et aussi un accompagnement de haut niveau. Merci beaucoup. Elle est quand même championne olympique, hein, mais elle dit qu'il faut avoir encore un niveau... Merci Marielle pour l'animation, la brillante animation. C'est peut-être le mot de la fin. Merci. Oui. Eh bien, merci On à applaudit vous. Marielle, allez. Je tiens à vous remercier pour votre présence et ce moment de convivialité et de partage. Et du coup, bon cocktail. Place au cocktail, exactement. Merci à tous. Merci pour cette table ronde, c'était génial. Bravo.